Vous savez, qu'on appelle, on parle de reconnaissance de signes avec les scanners. On passe, on scanne le document, ça permet de le recoder. Mais notre cerveau, il a une capacité de scanner, reconnaissance, qui n'est pas souvent développée et entraînée comme ça pourrait se faire. Une des meilleures façons d'entraîner notre cerveau, c'est l'apprentissage des langues. Apprendre des langues, ça, c'est bien pour le cerveau. Pour toutes sortes de raisons. Donc, par exemple, quand j'avais 20 ans, je me suis mis à l'hébreu parce que j'ai vécu en Israël. Et ça a été très bon pour mon cerveau. Parce que le mode de fonctionnement de lecture de l'hébreu n'est pas celui du français. On vous demande simplement les consonnes et il faut découvrir comment ça se prononce, parce que ça dépendra de la place du nom dans la phrase, etc. Si c'est au passé, au futur, etc. Donc il y a un travail intellectuel qu'exige l'hébreu, que n'exige pas le français. Et je pense que ça m'a beaucoup servi, quelque part. C'est pour ça que je pense que l'hébreu devrait être la langue des Juifs, notamment. Et qu'il est bien dommage que la plupart des Juifs qui ne vivent pas en Israël ne connaissent quasiment pas l'hébreu. Ils ne savent pas lire l'hébreu sans voyelles. Or, lire l'hébreu avec les voyelles, ça permet de lire quelque chose qu'on ne comprend pas. Comme quand on lit par exemple le français ou l'italien, on peut le lire à peu près correctement sans comprendre dans le premier mot. Alors, allons plus loin et imaginons une langue qui n'existe pas. L'espéranto est une langue qui existe, qui est la combinaison de plusieurs langues, de plusieurs principes grammaticaux, etc. Imaginez une langue qui n'existe pas, ou plus exactement une langue personnelle. Est-ce qu'il serait possible que chacun parle une langue différente et néanmoins être compris par les autres? Oui, c'est possible. Tout dépend évidemment des définitions qu'on donne de tout cela. Mais on peut imaginer une langue que moi je parle, que les autres ne parlent pas, mais qu'ils comprennent. Et une langue que les autres parlent, que d'autres parlent, que je comprends, mais que je ne parle pas. Pour moi, c'est l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on pourrait forger une nouvelle humanité, ça tombe un peu dans le domaine de l'épigénèse, qui est à la mode actuellement, avec des gens qui sont habitués à reconnaître des mots, à comprendre le sens d'une phrase, alors que cela leur est proposé sous une forme inédite, nouvelle, particulière, et même à la limite que la même personne pourrait parler une langue différente chaque fois. Qu'elle ne soit pas obligée de retenir la façon dont elle a parlé la fois précédente. Et pourtant, malgré tout cela, tout le monde comprendrait. Tout le monde comprendrait à condition d'avoir un certain niveau d'intelligence, bien entendu. Et là, on voit que, en effet, par exemple, pour en revenir au cas de l'hébreu, pour lire un journal en hébreu, il faut avoir un certain niveau d'intelligence, parce que chaque structure, chaque radical, chaque forme, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut l'identifier. Il faut savoir comment elle se prononce, et ça va se prononcer différemment selon la façon dont on la situe dans la phrase, etc.
Mais ça, ça ne pose pas le problème de parler la langue. Et de toute façon, c'est la même langue qui est parlée en hébreu. Là, je vous parle de langues où chacun parlerait une autre langue. Et chaque fois une autre langue. Parce que chacun serait capable de comprendre, identifier, de reconnaître chaque mot, en dépit des variantes, de toutes sortes de variantes pouvant affecter chaque mot. Je prends par exemple le mot français mort, M-O-R-T. Alors, il y a le problème de la prononciation, parce qu'en français, on ne prononce même pas le T final, donc on ne dit pas morte. Bon. Donc déjà, quand on prend le mot écrit, c'est pas aussi compliqué que si on prend le mot oral. Alors, si je dis morte, morte, est-ce qu'un anglais va comprendre morte? Est-ce qu'un espagnol va comprendre morte? Est-ce qu'un italien va comprendre morte? Etc. Oui, même si ce mot n'est pas utilisé à proprement parler, stricto sensu, dans leur langue respective. Comme si je dis la mort, en espagnol c'est la muerte. La muerte. Alors si le locuteur qui ne connaît pas le mot mort, mais connaît le mot muerte, il va peut-être quand même identifier le mot mort. L'anglais, lui, il ne connaît pas le mot mort, il connaît le mot mortal, mortel. Donc il ne devrait pas être trop compliqué pour lui de comprendre ce que veut dire le mot mort. Voyez-vous ? Eh bien c'est ça, c'est à ça que je voudrais arriver. À savoir que il nous suffit de nous connecter, de connecter les différentes informations que nous avons, de couvrir un champ assez large de possibilités. Et au bout du compte, on comprend ce que veut dire le mot mort. Et même le mot mourir, le verbe mourir. Parce qu'il y a aussi le contexte qui va aider. Le contexte. Et par exemple, on pourrait imaginer des images. On met un enfant près d'un lit avec une femme qui a l'air morte, justement. Et on dit ma mère est morte. Ma mère est morte. Alors, est-ce que tout le monde va comprendre ma mère est morte? Alors, ma mère est morte. Alors, en anglais, on dit mother. En espagnol, on dira madre. Mais en français, on dit maternelle. Donc, inversons les choses. Bon, si c'est un Italien qui voit, si un Français voit le mot madre, il va pouvoir relier à maternelle. Et en anglais aussi. Madre, mother. Ça se ressemble. Pour le français,
problème puisqu'il connaît le mot. Mais pour un Italien qui voit le mot mer, il ne comprendra peut-être pas. Mais s'il sait que l'adjectif pour mère en français, c'est maternelle, il comprendra. Donc, s'il a une connaissance large de la langue française, mais pas de la langue française uniquement, de tout ce qui peut arriver à ce mot mère, mother, mater, etc., et de tous ces dérivés, tous ces raccourcis, tous ces développements, il devrait y arriver. Autrement dit, ce que j'appelle l'enseignement translinguistique consiste à accumuler des informations autour d'un mot, de tout ce qui tourne autour de ce mot, en quelque sorte. Il y a un mot central, et vous savez que j'aime bien le mot central, et puis autour, il y a des tas de mots qui ont un rapport avec ce mot central. Et donc, je vais apprendre un mot donné et tout ce qui tourne autour de ce mot donné, dans les différentes langues qui utilisent cette racine, y compris les conjugaisons, quand il y en a, y compris les différentes prononciations. Par exemple, on apprend l'exemple de mort, mourir, ben, il y a nous mourrons, il est mort, nous mourûmes, et puis mourir, et puis ça prend ça. Voilà. Et on apprendrait comme ça toute une série de mots qui se ressemblent, qui ont le même sens, et qu'on peut retrouver facilement. Ce qui fait que moi, la prochaine fois que quelqu'un va employer un de ces mots, je saurai de quoi il s'agit. Même si il emploie le mot mortal à la place du. Même s'il prend un adjectif, il emploie au lieu de l'adjectif, il emploie le nom. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer, alors ça devient peut-être un peu du petit nègre, mais parfois les gens fonctionnent comme ça. Au lieu de dire la mort, ils vont dire mourir. Mourir, mourir. Eh bien, on va comprendre. Et puis alors, si on a une série comme ça de. Parce qu'un mot, c'est bien, mais si on a une série de mots, il va falloir trouver le sens de cette série de mots. Et très vite. Et plus il y aura de mots, plus il sera facile de trouver le sens de la série, paradoxalement. Parce que ça va fournir des contextes. Et on sait très bien que plus un problème est compliqué, plus il est facile de trouver la solution avec une certaine certitude, puisque il n'y a pas 36 solutions à un problème compliqué. Parce qu'il faut pouvoir coucher toutes les cases. Bon, ça va prendre du temps, mais on saura qu'à un moment donné, on a trouvé. Parce que ça fait sens. Où est-ce que je vais en arriver? À l'idée d'une translexicalité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a plus de langue, en fait. C'est une déconstruction de la langue. Ça, vous l'avez compris. Déconstruction de la langue. La seule chose qui reste, ce sont les mots. Et tout le reste, c'est notre cerveau qui va faire le travail. Et on peut imaginer toute une littérature comme ça.
dirait, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Au contraire, mettre des mots à la suite l'un de l'autre comme ça, en vrac, c'est simple pour celui qui parle. C'est plus compliqué pour celui qui écoute. Donc, finalement, il faudrait une humanité plus intelligente. Plus la langue exige de l'intelligence, de la part de celui qui écoute, mieux ça vaut. Alors le paradoxe, c'est que plus les gens sont intelligents, plus moi, je peux m'exprimer librement. Plus les gens sont bêtes, plus ma liberté est atteinte. Parce que je vais devoir faire un travail encore plus lourd pour me faire comprendre. Mais si je sais que les gens me comprennent à demi-mot et ils complètent, hein, ben ça sera différent. Alors, là, on va peut-être arriver à des ségrégations, à des sélections. Peut-être des gens qui en sont incapables, qui ont besoin d'un truc bien précis, bien clair, où le récepteur n'aura pas de gros efforts à faire. Il y aura des automatismes. Alors que là, on est dans un domaine où les automatismes, il faut les développer. Ça rejoint à l'épigénèse, faire avancer, faire progresser, faire augmenter le cerveau en quelque sorte. Alors, il est possible, surtout si on pense à l'oralité, qui complique encore plus les choses, parce que j'entends quelque chose, il faut que j'identifie ce que j'entends. Et qu'en français, par exemple, les mots ne sont pas forcément détachés les uns des autres, il y a des liaisons. C'est pour ça que l'exercice de la dictée est un exercice extrêmement précieux en français. Parce qu'il permet de montrer qu'on arrive à séparer les mots dans les unités appropriées. Donc on peut imaginer une humanité à deux vitesses. Une humanité qui parle une langue très artistique, en quelque sorte, très poétique, avec des combinatoires sans fin, mais où les gens se comprennent. Et une humanité qui a besoin des langues ordinaires où tout est un peu figé, tout est un peu programmé, déterminé. Et je crois qu'on va vers cela, vers cette dualité, qui est peut-être d'ailleurs la dualité entre les hommes et les femmes, ou entre les hommes et les machines.